Les faits donc ont eu lieu hier soir. L'info est tombée ce matin via un communiqué de l'Élysée à 9h42. Deux hélicoptères entrés en collision dans le centre-est du Mali, dans la région de Ménaka. La suite est évoquée avec beaucoup d'émotion par le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. Les hélicoptères sont là en mission de reconnaissance de nuit, dans des conditions de combat et des conditions opérationnelles très exigeantes pour repérer ce pick-up qui s'enfuit vers le nord. Et au moment où cette opération de reconnaissance de nuit est en train de se faire, les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que cette explosion est due, ces deux explosions sont dues à une collision en vol entre deux appareils. L'information est confirmée rapidement après par le Tigre qui reste en vol et qui confirme qu'il y a eu collision entre le Cougar et l'un des deux Tigres. Je voudrais, comme l'a fait la ministre, rendre hommage à nos compagnons, à leurs familles, à tous leurs frères d'armes qui sont encore engagés au combat aujourd'hui, et à leurs chefs, parce que chacun d'eux se sont forcément comptables de la vie de chacun de ces hommes. Et c'est donc l'accident le plus tragique depuis 36 ans dans l'armée française, le nombre, l'hécatombe la plus forte depuis 36 ans, depuis notamment l'embuscade d'Ouzbine le 18 août 2008, et puis également depuis l'accident dramatique d'Albacete en Espagne en janvier 2015, ou encore le crash d'un hélicoptère avec des forces spéciales à bord en janvier 2009. Des minutes de silence ont été organisées à l'Assemblée, l'émotion a été intense, notamment au Sénat, où on a appris la mort d'un élu, du fils d'un élu, Pierre Bockel, fils de l'ancien secrétaire d'État à la coopération, puis à la défense de Nicolas Sarkozy, qui est lui-même colonel de réserve, Jean-Marie Bockel. Je vous propose d'écouter à cet égard le début de l'hommage, d'ailleurs, de Gérard Larcher. Mes chers collègues, c'est avec une extrême tristesse et une très vive émotion que nous avons appris la disparition de 13 militaires français survenus au Mali la nuit dernière, dans une collision d'hélicoptères au cours d'une action de combat dans le cadre de l'opération Barkhane. Au nom du Sénat tout entier, je veux saluer le courage et l'abnégation de ces militaires de l'armée de terre, 6 officiers, 6 sous-officiers, un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans l'essentiel combat contre le terrorisme djihadiste au Sahel. Je veux, en votre nom à tous, assurer leurs familles de notre profonde compassion. La profonde donc, compassion et des condoléances du Sénat. Ce soir, on observe, non seulement sur le site du Figaro, mais également dans les commentaires, Alexis, énormément de réactions, d'émotions. Et on l'observe également dans les réactions politiques. Est-ce que c'est ça qui vous frappe, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous frappent dans ce qui vient de se passer, la façon dont on le vit en France? Ce qui est frappant, c'est ce qui se passe, c'est ce drame. Après, la réaction de l'unanimité, comment dire, elle n'est pas très étonnante. Ça fait quand même longtemps, et fort heureusement, que les différents partis politiques et que la nation et que les différentes opinions sont capables de s'unir autour de ces soldats. Donc c'est heureux, c'est nécessaire, ça ne me paraît pas extraordinairement inhabituel. Comment dire? Alors il y a ici ou là, j'ai vu que des insoumis critiquaient les opérations françaises au Mali et dans toutes ces zones du Sahel, chose qui peut d'ailleurs se discuter, c'est sûrement pas le jour de le faire, mais comment dire, face à des hommes qui sont prêts, parce que c'est leur métier à faire le sacrifice de leur vie, qui tombent au combat, même si ce n'est pas sous le feu directement, c'est dans une opération militaire, une opération de combat dans laquelle ils étaient engagés. C'est leur métier, ils sont prêts à faire ça, mais c'est normal aussi que la nation se recueille et leur rende hommage.
Barbara Lefebvre, est-ce que l'engagement et le sacrifice des soldats au Sahel, c'est pas quelque part un peu l'antithèse de cette génération que vous avez décrit, en tout cas de l'état d'esprit de cette génération que vous avez décrit dans ce livre, Génération, j'ai le droit? Oui, ce qui est sûr, c'est que l'engagement de nos armées sur ces opérations extérieures, elles engagent la France, elles engagent la patrie, et c'est dans ce sens-là qu'on doit lire leur engagement. Maintenant, je crois que les problématiques qu'on peut avoir avec une certaine partie très importante aujourd'hui des nouvelles générations, c'est qu'ils ont justement du mal à s'engager et à se percevoir dans ce projet patriotique. Ça pose un véritable problème. Mais pendant longtemps, il ne faut quand même pas oublier non plus que l'armée, la défense, a servi aussi à des projets éducatifs, hein, bien souvent. Le retour de l'armée comme étant dans sa mission combattante, c'est les années après le 11 septembre, en fait. Hein. Mais toutes les années 90, on avait un discours... 4500 petits points dans le désert. Et nous constatons quand même que partout, les djihadistes sont à l'offensive, et notamment dans un pays qui est en train de basculer, qui est le Burkina Faso. Et moi, j'ai l'impression que le Premier ministre a totalement raison, mais là, il faudrait peut-être que le président de la République, qui appelle, vous savez, à une Europe plus forte, concentre ses efforts sur cette question de la défense et de l'intervention européenne. Parce que c'est peut-être le front sud, mais le front sud, non seulement de la France, mais de toute l'Europe. Et franchement, c'est pas évident, j'en suis bien d'accord, d'aller convaincre des Néerlandais ou des Danois de la question, mais croyez-moi, la prise de conscience progresse. Parce que partout, il y a les mêmes problématiques, notamment en matière de djihadisme et de terrorisme. Et je pense que la France pourrait, là, véritablement, s'investir totalement plutôt que d'affronter 150 sujets européens, puisqu'elle est crédible en matière européenne, d'autant que, vous le savez, la Grande-Bretagne ne sera plus avec nous bientôt. Donc je pense qu'il faut véritablement mettre l'accent là-dessus. On ne peut rien faire tout seul. Frédéric Dabi, d'abord peut-être un premier commentaire sur justement l'état de l'opinion et de la classe politique, sur les réactions à cet événement, et peut-être le soutien justement à l'opération Barkhane, et peut-être l'état de l'opinion sur ces questions. Clairement, l'opinion publique soutient l'opération Barkhane, comme elle l'a soutenu dès le début l'opération Serval. N'oublions pas que dans l'océan d'impopularité que connaissait, tout à fait, parce que j'y viendrai, le but de guerre, la finalité était moins bien comprise. N'oublions pas qu'en janvier 2013, dans un moment extrêmement compliqué pour le président Hollande, il connaît un regain de popularité, bien sûr fugace, mais réel, lié à l'opération du Mali, dont il avait parlé comme le plus beau jour de sa vie politique. Tout simplement parce que la finalité de l'opération, on peut bien sûr discuter sa volumétrie, la part de la France par rapport aux soldats européens, c'est contenir la poussée djihadiste. Et donc ça, la finalité est extrêmement comprise quand les projets d'intervention en Syrie en 2013 ou dans d'autres théâtres de guerre étaient bien compris par les Français. À cela, il y a deux éléments qui confirment l'évolution dont parlait Barbara Lefebvre tout à l'heure. D'une part, une image extrêmement positive de l'armée française comme institution, qui apparaît, à tort ou à raison, moins en crise que d'autres piliers de la République. Je n'ai pas dit qu'elle va mieux, j'ai dit qu'elle est moins en crise. L'école, l'hôpital, notamment, qui, je dirais, mobilise beaucoup les Français. Et puis, deuxièmement, un nouveau regard des Français sur les questions internationales. Pour être un peu schématique, par le passé, c'était des catégories éduquées, des catégories sociales supérieures, diplômées, qui s'intéressaient à ces questions. Là, le chemin que font beaucoup de Français, c'est ces questions qui paraissent lointaines, peuvent nous impacter directement. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a un avant et un après 2015. Et ce serait d'ailleurs très important que ces questions de politique étrangère soient un peu plus travaillées en France, notamment quand on voit la campagne à chaque fois présidentielle. C'est un sujet qui n'est jamais présent dans la campagne, alors que ce sont des sujets majeurs. Même aujourd'hui, voilà, même aux européennes. Alors que c'est vraiment fondamental. Nos élèves n'arrivent même pas à comprendre le sens de ces OPEX, de ces engagements extérieurs. Et justement, certains peuvent aller leur dire, vous voyez, on va s'engager pour aller soit piller... c'est ce que dit Anna Terlo, d'ailleurs. Ben voilà. Donc, ils étaient là pour...
Alors, en quoi les Français au Mali nous protègent? Ils étaient là pour protéger les intérêts économiques, c'est tout. Mais alors justement, officiellement, ça va avec la vidéo d'un d'un artiste que personnellement j'admire beaucoup, qui est Salif Keïta. Je ne comprends pas bien ce qu'il lui a pris, mais il a fait il y a quelques jours une vidéo très relayée sur Facebook pour dire, il parlait d'ailleurs en bambara, il s'adressait directement au président malien. La langue parlée au sud du Mali. Mali. Oui, la langue du Mali. Et il lui disait, pourquoi est-ce que tu obéis à ce petit Macron? C'est un gamin, tu sais très bien que c'est la France qui finance les ennemis de nos enfants. Et c'est vrai que l'armée malienne, il y a encore peu de temps, plus d'une centaine de soldats maliens en une nuit ont été massacrés par des djihadistes dans la région au nord de Gao, etc. Donc eux-mêmes subissent les foudres de ces djihadistes et ont l'impression que les Français finalement ne les aident pas vraiment. Donc même au Mali, il y a dans un climat politique en plus très tendu avec un nouveau Premier ministre qui essaie de faire une ouverture gouvernementale, c'est des problématiques très importantes. Or, on voit bien que la culture géopolitique française est très faible, je veux dire, dans l'opinion. Et ça, il me semble elle progresse quand même. Elle progresse. Des effets directs sur nous. C'est d'ailleurs peut-être le seul point positif que je vois au nouveau bac, c'est cette spécialité géopolitique. Après, je ne sais pas si mes collègues sont capables de la traiter, mais... Ce que je crois, c'est que s'il y a une relative unanimité de la société française qui s'exprime, qui officiellement, qui a voix au chapitre, etc. Il y a toujours une partie de l'opinion qui est en dissidence. Enfin, on ne va pas refaire l'affaire des quartiers perdus, etc. Donc, mais en tout cas, s'il y a cette relative unanimité qui n'y avait pas dans les années 60, dans les années 70, contre l'armée française, le colonialisme, ça, c'était pas... C'est ce que raconte notre consoeur Isabelle Lasserre, d'ailleurs, dans son dernier livre. Il y a quand même une vraie évolution du côté de cette France-là. C'est aussi que, peut-être aussi parce que ces sujets ne sont plus considérés comme des sujets de politique étrangère. C'est de la politique intérieure. À partir du moment où, quand on dit, effectivement, le Drakkar 83, c'est l'islamisme radical, les Uzbin 2008, ce sont les talibans, c'est l'islamisme radical, Acmi aujourd'hui, c'est l'islamisme radical, et qui tape en France dans les attentats que nous savons, c'est l'islamisme radical, il y a un moment où la continuité, elle se fait. Et donc, pour les gens, c'est plus une OPEX, c'est plus une opération... et qui, du coup, parce qu'elle est extérieure, serait toujours suspecte de colonialisme ou de néocolonialisme. Les gens disent, on est face à un péril qui nous guette, on est engagé là-bas comme on est engagé ici. Après, est-ce qu'on a les moyens là-bas de le faire reculer? Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'était l'autre question que je voulais vous poser, c'est que par rapport justement à l'enjeu que ça représente, est-ce que 4500 soldats, c'est suffisant, ou est-ce qu'il ne va pas falloir penser à un moment à renforcer le dispositif? Mais le dispositif, il est déjà presque à son maximum. C'est pratiquement 1% du budget de la défense qui est engagé dans l'opération Barkhane. C'est 1 million d'euros par jour. Donc c'est des sommes considérables pour des résultats qui sont vus de loin, qui nous semblent microscopiques, mais c'est quand même une digue que nos armées tiennent. Tout à l'heure, Christophe parlait des Britanniques. Malgré le Brexit, ils restent quand même nos meilleurs partenaires, même s'ils sont faibles. C'est quand même les seuls qui ont quand même encore un peu le courage de venir nous soutenir dans le Sahel. Et toute la philosophie, et on sait 1000 exemples nous prouvent que c'est atrocement difficile, c'est d'essayer d'organiser le retrait progressif de nos armées et la montée en puissance des armées locales du Mali, du Burkina, etc. G5 Sahel. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le G5 Sahel. Apparemment, ça ne marche pas très bien. Non, mais tout le monde sait que... Et chaque fois qu'on a... il faut être honnête, chaque fois qu'on a essayé, quand les Américains aussi au Vietnam, ça n'a pas marché, quand ils aussi en Afghanistan, ça n'a pas marché, quand ils aussi en Irak, ça n'a pas marché. Chaque fois quand on dit on n'y arrive pas tout seul, on va organiser des troupes locales qui vont prendre la relève, la vérité oblige à dire que jusqu'à présent, c'est rarement couronné de succès. Et puis, il faut quand même le dire, on a ouvert, hélas, on a créé une situation catastrophique dans une des frontières qui est la Libye. Je veux dire, si aussi l'État libyen a été... fracassé comme il l'a été, et ça c'est une action de la politique française, c'est notre mission d'aller au moins essayer d'éviter que cette énième digue saute pour la zone sahélienne, vu qu'on a quand même participé un petit peu à la déstabilisation via la Libye. D'un mot, un renforcement éventuel peut-être du dispositif, ou peut-être un plus grand budget pour les armées, justement pour pouvoir mener ces genres d'opérations, serait un soutien dans Je pense que le soutien serait possible compte tenu de la finalité qui est extrêmement claire, et cette notion de digue face à l'islamisme. C'est vrai que c'est ce que rappelait Alexis Brézé, ça fait sens chez beaucoup de Français, ça fait système avec ce point commun avec l'islamisme radical quasi systématiquement sur le théâtre d'opérations extérieures. C'est vrai que la critique des Insoumis, qui est peut-être un peu prématurée, voire indécente, porte peu
chez les Français. Ils sont relativement opposés là-dessus. On parlait de ce qui était colonialiste et post-colonialiste. N'oublions pas que chaque opération militaire extérieure portée par des présidents de la République ont été très fortement soutenue, de Colvézi sous Giscard d'Estaing ou bien sûr la première guerre du Golfe pour François Mitterrand. La vérité oblige de dire aussi que ce sont des troupes de métier. C'est-à-dire, si on demandait aux Français, on dit on va envoyer vos enfants là-bas, je ne sais pas comment ça réagirait. Non, mais enfin bon, il faut être honnête. Non, les gens sont d'autant plus derrière que française. Voilà. Bien sûr. Parce que là, il faut quand même bien voir qu'on était parti pour 6 mois, rappelez-vous quand même. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs Marc-Antoine. Le but, c'était de sauver Bamako. Maintenant, il faudrait penser à dégager. Ça fait 6 ans. Et je nuance toujours un peu sur la Libye, parce que la Libye, justement, peut-être un des problèmes, c'est qu'on est parti au bout d'1 an. Et on n'est pas resté 6 ans en Libye. Donc je crois que dans cette affaire, tout simplement, nous sommes. Je crois qu'il faut quand même. Votre position, c'est qu'il fallait aller en Libye, il aurait fallu. Soit il fallait pas y aller, soit il fallait y rester. Voilà. On a fait. Voilà. Et puis il fallait pas se laisser raconter des histoires par les soi-disant démocrates des colloques parisiens de Saint-Germain-des-Prés. Vous visez quelqu'un en particulier? Alors, on ne va pas refaire le débat sur la Libye, puisqu'on était sur le Mali. Mais en tout cas, on ne peut pas y aller tout seul. Enfin, ça nous dépasse maintenant. Et non seulement une question d'argent, mais même du point de vue opérationnel, combien la France pourrait maintenir de troupes, je dirais, de façon opérationnelle, effective, pas beaucoup plus que ce qu'on a actuellement. Donc il faut, parce qu'on est aussi sur d'autres théâtres d'opération, n'oublions pas, hein, on est encore ailleurs. Donc je crois que c'est vraiment l'occasion peut-être de sortir par le haut, et là véritablement de poser la question de confiance à nos alliés européens. Je ne suis pas certain. Mais personne n'ira. Je ne suis pas du tout convaincu. Non, mais vous n'êtes pas du tout convaincu quoi? Que personne ne nous suivrait. Vous pensez que des Européens mettraient des troupes? Oui. Vous voyez les Allemands? Mais il y a déjà des Néerlandais sur place. Dire que notre présence. Alexis Brézé, il y a déjà des Néerlandais sur place. Non, mais d'accord, mais l'engagement des Européens dans cette affaire, moi, il y a des restrictions d'emploi quand même, comme ce qu'on a vu en Afghanistan. Il y a des Estoniens et les pauvres, ils ont payé le prix aussi. Je crois qu'ils ont eu des morts. Oui, non, mais ça s'organise. Mais je dis que, encore une fois, plutôt que de faire des grandes déclarations aux nouvelles économistes sur toutes les impasses, sur les... C'est très essayé, en tout cas. Vous avez raison, mais... Asie économiste. Pardon, excusez-moi. Asie économiste. Dire que notre présence au Mali est principalement liée à des intérêts, c'est un peu caricatural, dit Babineau, en réponse notamment à Panda, qui dit que le but de l'opération était de protéger nos réserves d'uranium situées au Niger. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur ce débat demain à 11h dans les décrypteurs. On dira Sahel-Mali, à quoi sert l'opération Barkhane et est-ce que la France doit continuer? Ce sera un débat entre le colonel Michel Goya et Serge Michailov qui a écrit le livre Sahélistan. Et puis vous pouvez retrouver le sujet d'Azilise Lecor sur Figaro Live. Sahel, l'impossible retrait de l'armée française, point d'interrogation.